L'hiver de 1721 s'abattit sur le Périgord avec une violence que même les plus anciens n'avaient jamais connue. Le froid mordant pénétrait les eaux et la neige recouvrait les collines autour de Sarlat d'un linceul blanc qui semblait vouloir étouffer toute forme de vie. Dans cette désolation glacée, le domaine viticole des Beaumont se dressait comme une forteresse sombre au sommet d'une colline, ses vignes dénudées griffant le ciel gris comme des doigts squelettiques. Élodie de Beaumont observait ce paysage désolé depuis la fenêtre de sa chambre, son souffle formant une buée légère sur le verre givré. À 28 ans, elle portait le deuil depuis 6 mois maintenant. Son mari, Augustin de Beaumont, était mort brutalement dans des circonstances que personne ne souhaitait vraiment éclaircir. On avait parlé d'un accident dans les caves, d'une chute malheureuse. Les autorités locales avaient rapidement conclu à la fatalité, pressées sans doute de refermer ce dossier embarrassant. Mais Élodie savait. Elle savait ce qui s'était réellement passé cette nuit-là dans les profondeurs humides des caves centenaires. Le domaine s'étendait sur près de 40 hectares de terre, incluant les vignobles, les bâtiments de fermentation, les caves souterraines et la grande demeure familiale. C'était l'un des plus anciens vignobles du Périgord, fondé au XIVe siècle par un ancêtre qui avait obtenu ces terres en récompense de services rendus au roi. Le vin qu'on y produisait était réputé dans toute la région pour son caractère unique, presque sauvage, avec des notes complexes que certains dégustateurs peinaient à identifier. Depuis la mort d'Augustin, Élodie avait pris les rênes du domaine, une situation qui scandalisait profondément la bonne société de Sarlat. Une femme, seule, gérant un domaine viticole et commandant plus de 30 ouvriers, c'était impensable, indécent même. Les notables de la ville ne cachaient pas leur désapprobation. Le curé avait tenté à plusieurs reprises de la convaincre de vendre ou de confier la gestion à un administrateur masculin. Mais Élodie tenait bon. Elle avait grandi dans ce domaine, connaissait chaque recoin des caves, chaque parcelle de vigne. Son père, avant de mourir 10 ans plus tôt, lui avait transmis tous les secrets de la vinification, malgré les protestations de son entourage. C'était lui qui avait insisté pour qu'elle apprenne à lire et à compter, qui lui avait enseigné l'art délicat de juger la qualité d'un millésime, de gérer les comptes et de négocier avec les marchands. Un coup frappé à la porte la tira de ses pensées. « Entrez », dit-elle d'une voix ferme. Marguerite, sa servante dévouée depuis l'enfance, pénétra dans la chambre. C'était une femme robuste d'une 40aine d'années, au visage buriné par le travail et les soucis. Son regard exprimait une inquiétude constante depuis quelques semaines. « Madame, ils sont encore là, dans la cour. Ils refusent de commencer le travail sans vous parler. » Élodie soupira. Depuis qu'elle avait pris la direction du domaine, les hommes qui y travaillaient multipliaient les actes d'insubordination. Ils arrivaient en retard, sabotaient discrètement le matériel, contestaient chacune de ses décisions. Leur meneur, un homme massif nommé Bertrand Lacombe, ne cachait même plus son mépris. « Très bien, j'arrive. » Elle arrangea son châle noir et descendit les escaliers de pierre froide qui menaient à la cour principale. Le vent glacial la gifla dès qu'elle sortit. Une quinzaine d'hommes se tenaient rassemblés près de la grange, leurs silhouettes sombres formant un groupe compact et menaçant. Leurs haleines créaient de petits nuages de vapeur dans l'air gelé. Bertrand Lacombe se détacha du groupe et s'avança vers elle. C'était un colosse aux épaules larges, aux mains épaisses comme des battoirs. Ses traits grossiers étaient marqués par la vie rude des vignes et une consommation excessive de vin médiocre. Ses yeux petits brillaient d'une lueur mauvaise. « Madame de Beaumont, » commença-t-il d'un ton doucereux qui sonnait faux, « nous avons besoin de discuter. »« Je vous écoute, Lacombe. » répondit Élodie d'une voix égale, refusant de montrer la moindre faiblesse. « Voyez-vous, avec ce froid, le travail devient particulièrement pénible. Nous pensons qu'une augmentation de nos gages serait justifiée. Disons, le double de ce que vous nous versez actuellement. » Un murmure d'approbation parcourut le groupe d'hommes. Élodie sentit la colère monter en elle, mais elle la contint. Le double, c'était du chantage pur et simple.
Il savait qu'elle ne pouvait pas se permettre de perdre tous ses ouvriers en plein hiver, avec les préparatifs de la nouvelle saison qui approchait. « Le double est hors de question, » répondit-elle calmement. « Vos salaires sont déjà conformes à ce qui se pratique dans la région. Si le travail vous semble trop pénible, je peux chercher des remplaçants. » Le visage de Lacombe se durcit. Il fit un pas vers elle, assez proche pour qu'elle sente son haleine chargée d'alcool et d'ail. Des remplaçants? Dans ce froid en plein hiver? Qui accepterait de travailler pour une veuve qui ne connaît rien aux vignes? Vous avez besoin de nous, madame. Bien plus que nous avons besoin de vous. Il y eut des rires gras parmi les hommes. Élodie sentit leurs regards insolents peser sur elle. Elle reconnaissait plusieurs visages dans le groupe. Thomas Renard, un homme maigre au regard fourbe qui avait été surpris plusieurs fois en train de voler du vin dans les réserves. Julien Ferrat, un jeune homme brutal qui avait déjà été accusé de violence contre sa femme. Pierre Valentin, un ivrogne qui passait plus de temps à la taverne qu'au travail. Tous ces hommes avaient un point commun. Ils avaient été proches d'Augustin, très proches, et ils savaient. « Retournez au travail !» ordonna-t-elle d'une voix glaciale. « Immédiatement, ou vous pouvez tous quitter ce domaine dès maintenant. » Lacombe ricana. « Vous n'oseriez pas. Essayez-moi. » Un silence tendu s'installa. Les hommes se regardèrent, incertains. Finalement, Lacombe cracha par terre, à quelques centimètres des pieds d'Élodie. « Très bien, mais vous le regretterez, madame. Les accidents arrivent si facilement dans un domaine comme celui-ci, surtout pour une femme seule. » C'était une menace à peine voilée. Élodie soutint son regard sans ciller. Était-ce également un accident? La mort de mon mari? La question tomba comme un coup près. Tous les visages se figèrent. Lacombe pâlit légèrement, mais retrouva vite sa morgue. « Votre mari est mort parce qu'il était ivre et maladroit, tout le monde le sait. » Vraiment? Élodie laissa le mot flotter dans l'air glacé. Puis elle tourna les talons et rentra dans la demeure, laissant les hommes dans la cour. Son cœur battait à tout rompre, mais elle refusait de leur montrer sa peur. De retour dans la maison, elle retrouva Marguerite qui l'attendait, le visage anxieux. « Madame, vous ne devriez pas les provoquer ainsi. Ces hommes sont dangereux. »« Je sais, Marguerite, mais je ne peux pas les laisser me dicter ma conduite. » La servante s'approcha et baissa la voix. « Vous devriez vendre le domaine et partir. Recommencer ailleurs, loin d'ici. » Élodie secoua la tête. « Non, ce domaine appartient à ma famille depuis des générations. Je ne le laisserai pas aux mains de ces brutes. » Et puis, elle s'interrompit, mais Marguerite comprit. « Vous voulez savoir ce qui s'est vraiment passé cette nuit-là? Je le sais déjà, Marguerite. J'ai juste besoin de le prouver. » Les jours suivants furent marqués par une tension croissante. Les hommes travaillaient, mais avec une lenteur calculée et une insolence à peine contenue. Élodie les surveillait depuis les fenêtres de la demeure, notant mentalement chaque visage, chaque comportement suspect. Le soir, elle descendait seule dans les caves, une lanterne à la main. Les caves du domaine étaient anciennes, creusées dans la roche calcaire sur plusieurs niveaux. L'air y était toujours frais, presque froid, et l'humidité imprégnait les murs couverts de mousse et de salpêtre. Des rangées interminables de tonneaux s'alignaient dans la pénombre, certains datant de dizaines d'années. C'était dans ces caves qu'Augustin était mort. Officiellement, il était tombé ivre-mort dans l'escalier, se brisant la nuque. Mais Élodie avait vu son corps. Les marques sur son cou n'étaient pas celles d'une chute. C'étaient des traces d'étranglement. Elle avait essayé d'alerter les autorités, mais le bailli de Sarlat avait refusé d'enquêter plus avant. Augustin était connu pour ses excès de boisson, disait-il. Un accident tragique mais prévisible. Et puis, une femme ne pouvait pas comprendre ces choses-là. Mais Élodie comprenait très bien. Elle avait découvert, dans les semaines précédant sa mort, qu'Augustin s'était endetté lourdement. Il avait joué, perdu, emprunté à des taux usuraires. Pour rembourser, il avait commencé à vendre en cachette les meilleurs vins de la cave, remplaçant le contenu des tonneaux par de la piquette coupée d'eau. Pire encore, elle avait découvert qu'il avait promis à ses créanciers de leur céder le domaine si elle venait à mourir. Et ces créanciers n'étaient autres que certains des hommes qui travaillaient maintenant pour elle. Bertrand Lacombe en tête. Ils avaient tué Augustin. Elle en était certaine.
Mais pourquoi? Peut-être parce qu'il avait voulu se rétracter, ou peut-être simplement parce qu'ils avaient décidé qu'il était plus facile de s'emparer du domaine après avoir éliminé le mari, pensant que la veuve serait une proie plus facile. Ils s'étaient trompés. Au fond de la cave principale, Élodie s'arrêta devant la grande fournaise de distillation. C'était une structure imposante en pierre et en métal, utilisée pour produire l'eau-de-vie dont le domaine tirait aussi une partie de ses revenus. La gueule du four était noire de suie, et une odeur âcre de cendres et de bois brûlés flottait dans l'air. Elle posa sa main sur la pierre froide et ferma les yeux. Un plan se formait lentement dans son esprit, un plan terrible, mais nécessaire. Ces hommes pensaient pouvoir la briser, l'effrayer, la pousser à abandonner. Ils avaient tué son mari et menaçaient maintenant sa vie. Elle allait leur montrer de quoi était capable une femme acculée, une femme qui n'avait plus rien à perdre. « D'où me suivez-vous? Laissez un commentaire. » Les semaines suivantes virent Élodie changer subtilement de stratégie. Au lieu de s'opposer frontalement aux ouvriers, elle sembla céder à leurs exigences. Elle accepta d'augmenter légèrement leur salaire, organisa des distributions de vin supplémentaires, se montra plus conciliante. Les hommes, particulièrement Bertrand Lacombe, y virent la preuve de sa faiblesse, la confirmation qu'elle finirait par plier complètement. Il ne pouvait pas se tromper davantage. Élodie avait commencé à tenir un registre détaillé de tous les mouvements sur le domaine. Elle notait qui allait où, à quelle heure, avec qui. Elle découvrit rapidement que plusieurs hommes se réunissaient régulièrement dans une ancienne grange abandonnée, à l'écart des bâtiments principaux. Cachée dans l'ombre, elle les espionna lors d'une de ces réunions nocturnes. Ce qu'elle entendit confirma ses pires soupçons. Elle commence à faiblir, disait Lacombe, assis sur une caisse renversée, une bouteille de vin à la main. Encore quelques semaines de pression et elle vendra. Ou mieux, elle mourra comme son ivrogne de mari. Des rires gras accueillirent cette remarque. « Et si elle refuse de vendre ?» demanda Thomas Renard, son visage maigre éclairé par la lueur tremblante d'une lanterne. « Alors on l'aidera à prendre la bonne décision, » répondit Lacombe avec un sourire mauvais. Un accident est si vite arrivé, une femme seule, dans une grande maison, elle pourrait tomber dans les escaliers. Ou peut-être qu'un feu se déclarerait dans sa chambre une nuit. Qui sait? Et ensuite? C'était Pierre Valentin qui parlait, l'ivrogne, dont les mains tremblaient constamment. Ensuite, le domaine sera mis aux enchères. Et nous avons déjà un arrangement avec le notaire. Nous l'achèterons pour une bouchée de pain et cette terre nous appartiendra enfin. Julien Ferras, le plus jeune et le plus brutal du groupe, intervint. Et si elle a écrit quelque chose? Si elle a laissé des instructions? Lacombe haussa les épaules. Naquit, elle n'a pas de famille proche, pas d'héritier. Ses parents sont morts, son mari est mort, elle est seule. C'est pour ça que c'est si parfait. Élodie sentit son sang se glacer dans ses veines. Ils avaient tout planifié. Son mari d'abord, et maintenant elle. Ces hommes étaient des meurtriers, et ils se croyaient intouchables. Elle recula silencieusement dans la nuit, son cœur battant la chamade. Elle avait maintenant la confirmation de ce qu'elle soupçonnait, mais elle savait aussi qu'elle n'avait aucune preuve. Aller voir les autorités serait inutile. Le bailli était probablement complice, ou du moins payé pour fermer les yeux. Non, elle devrait gérer cela elle-même. De retour dans la demeure, elle retrouva Marguerite qui l'attendait, inquiète de son absence prolongée. « Madame, où étiez-vous? Il est dangereux de sortir seule la nuit. »« J'avais besoin de vérifier quelque chose, » répondit Élodie d'un ton évasif. Elle s'installa devant le grand bureau de chêne qui avait appartenu à son père, puis à son mari. Sur le plateau poli, elle étala plusieurs documents, les comptes du domaine, les contrats des ouvriers, les titres de propriété. Elle étudia tout cela avec attention, cherchant un moyen, une faille, quelque chose qui pourrait l'aider. C'est alors qu'elle remarqua quelque chose d'étrange dans les archives anciennes du domaine. Des documents datant de plusieurs décennies mentionnaient des disparitions parmi les ouvriers. Toujours des hommes seuls, sans famille, toujours en hiver, et toujours suivis, quelques mois plus tard, de mentions de millésimes exceptionnels.
Son grand-père, réalisait-elle avec un frisson, avait peut-être lui aussi été confronté à des problèmes similaires, et il avait trouvé sa propre solution. Une idée terrible commença à germer dans son esprit. C'était monstrueux, impensable, mais c'était aussi la seule façon de s'en sortir vivante et de protéger ce qui lui appartenait. Les jours suivants, Élodie se montra encore plus conciliante avec les ouvriers. Elle leur annonça qu'elle organisait une grande dégustation pour les marchands de la région, une opportunité de vendre une grande partie du stock et d'assurer ainsi les salaires pour toute l'année à venir. Les hommes, flairant l'aubaine, acceptèrent de participer aux préparatifs. Ce que personne ne savait, c'est qu'Élodie avait d'autres plans. Elle commença par sélectionner ses cibles. 16 hommes en tout. Lacombe et ses plus proches associés, ceux qui avaient participé au meurtre d'Augustin et qui planifiaient maintenant le sien. Elle les avait tous identifiés lors de la réunion nocturne dans la grange. Le plus difficile serait de les isoler sans éveiller les soupçons. Mais Élodie était intelligente et patiente. Elle savait comment manipuler les vanités masculines, comment jouer sur leurs faiblesses. Elle commença par Lacombe lui-même. Un soir, elle l'invita discrètement à venir la voir dans les caves, prétextant vouloir discuter d'une augmentation substantielle de son salaire et d'une position de régisseur du domaine. L'appât de l'argent et du pouvoir fut trop fort. Lacombe accepta. Quand il descendit dans les caves, il trouva Élodie près de la grande fournaise, qui brûlait doucement. « Alors, madame, vous avez finalement compris qui commande vraiment ici ?» demanda-t-il avec un sourire arrogant. « Oh oui, Lacombe, j'ai parfaitement compris. » Elle se tourna vers lui, et il vit quelque chose dans ses yeux qui le fit hésiter. Un éclat froid, presque inhumain. « Vous avez tué mon mari. » Ce n'était pas une question. C'était une affirmation. Lacombe ricana, mais son rire sonnait faux. « Prouvez-le. Je n'ai pas besoin de le prouver. » Avant qu'il puisse réagir, Élodie porta à ses lèvres un sifflet strident. De l'ombre émergèrent 3 hommes, des ouvriers agricoles qu'elle avait secrètement recrutés dans les villages voisins, des hommes qui n'avaient aucun lien avec ceux du domaine et qui, pour une somme généreuse, étaient prêts à fermer les yeux sur certaines choses. Lacombe tenta de se débattre, mais il était trop tard. Les hommes le maîtrisèrent avec une efficacité brutale. Ils le traînèrent jusqu'à la fournaise, tandis qu'il hurlait, suppliant, menaçant tour à tour. Élodie le regarda droit dans les yeux. « Vous aviez raison sur un point, Lacombe. Les accidents arrivent si facilement. » La porte de la fournaise s'ouvrit, révélant les flammes rugissantes à l'intérieur. La chaleur était intense, suffocante. Lacombe hurla de plus belle, mais ses cris se perdirent dans le rugissement du feu. En quelques secondes, ce fut terminé. La porte se referma. Les cris s'éteignirent. Élodie resta immobile, le visage éclairé par la lueur orangée des flammes, regardant la fournaise comme si elle était hypnotisée. Elle ne ressentait ni remords, ni satisfaction, juste une détermination froide et implacable. Elle avait franchi une ligne qu'on ne peut pas retraverser, mais elle était prête à aller jusqu'au bout. Les semaines suivantes furent une succession méthodique d'exécutions. Élodie appelait chaque homme individuellement, trouvant pour chacun un prétexte différent, une promotion, un bonus, une discussion urgente, un travail spécial dans les caves. Les hommes, aveuglés par la cupidité ou la curiosité, venaient un par un et disparaissaient. Thomas Renard fut attiré sous prétexte d'une vérification des stocks précieux cachés dans les caves les plus profondes. Pierre Valentin accepta de venir goûter un millésime exceptionnel que madame voulait lui réserver. Julien Ferras reçut une invitation pour un travail de nuit particulièrement bien payé. Tous finirent dans la fournaise. Les autres ouvriers, ceux qui n'étaient pas impliqués dans le complot, commencèrent à s'inquiéter des disparitions. Où étaient passés Lacombe et les autres? Madame de Beaumont répondait évasivement. Ils avaient quitté le domaine pour chercher du travail ailleurs. Ils avaient été payés et étaient partis sans prévenir. Dans ce monde où les hommes erraient souvent de ferme en ferme, cherchant les meilleurs salaires, ces explications étaient plausibles. Personne ne pensait à regarder dans la fournaise. Personne ne pensait qu'une femme de la noblesse, même une veuve,
pourrait être capable d'une telle barbarie. Mais Marguerite savait, elle avait compris dès le début. Elle voyait sa maîtresse descendre chaque soir dans les caves, voyait les hommes disparaître un par un, voyait la fumée noire et grasse qui s'échappait de la cheminée de la fournaise. Un soir, elle confronta Élodie. « Madame, il faut que ça cesse. Ce que vous faites, c'est de la folie. » Élodie leva les yeux de ses comptes. Son visage était devenu si pâle ces dernières semaines, ses traits si tirés qu'elle paraissait une autre personne. « C'est justice, Marguerite. Justice pour Augustin. Justice pour moi. La justice, c'est le rôle des tribunaux, pas le vôtre. » « Les tribunaux ?» Élodie eut un rire amer. « Les tribunaux qui ont refusé d'enquêter sur la mort de mon mari ? Les tribunaux dirigés par des hommes qui pensent qu'une femme n'a aucun droit, aucune valeur ? Non, Marguerite, si je veux la justice, je dois la prendre moi-même. Mais 16 hommes, madame, 16 meurtriers, 16 hommes qui ont comploté pour tuer mon mari et pour me tuer ensuite. Croyez-vous qu'ils auraient eu pitié de moi? Croyez-vous qu'ils m'auraient laissé vivre ?» Marguerite baissa les yeux, incapable de répondre. Elle savait qu'Élodie avait raison sur ce point. Ces hommes étaient dangereux, violents, sans scrupules. Mais le moyen, si cette histoire macabre vous a donné des frissons, partagez-la avec un ami qui aime les contes d'horreur. « Que va-t-il se passer maintenant ?» demanda finalement la servante d'une voix tremblante. Élodie regarda par la fenêtre les vignes enneigées qui s'étendaient à perte de vue. « Maintenant, je vais continuer à gérer ce domaine. Je vais produire le meilleur vin que cette région ait jamais connu, et personne ne viendra plus jamais me menacer. » Mais au fond d'elle-même, elle savait que c'était un mensonge. On ne peut pas commettre 16 meurtres et espérer rester impuni éternellement. Tôt ou tard, la vérité éclaterait. Tôt ou tard, quelqu'un comprendrait. Ce quelqu'un arriva plus tôt qu'elle ne l'avait imaginé. Le printemps approchait lentement, et avec lui la fonte des neiges. Un matin de mars, un homme se présenta au domaine. Il se nommait Henri Beaumont, et il était le cousin germain d'Augustin, héritier légitime du domaine en l'absence de descendance directe. Élodie le reçut dans le grand salon, le cœur battant. Elle ne l'avait jamais rencontré, savait à peine qu'il existait. Augustin ne parlait jamais de sa famille, qu'il semblait avoir complètement coupé de sa vie. Henri était un homme dans la quarantaine, au visage sévère mais intelligent. Il portait des vêtements de qualité mais sobres, et son regard perçant semblait voir à travers les mensonges. « Madame de Beaumont, je suis venu dès que j'ai appris la mort de mon cousin. Veuillez accepter mes plus sincères condoléances. » « Je vous remercie, monsieur. J'ai cependant quelques questions concernant les circonstances de son décès et concernant d'autres disparitions qui semblent avoir eu lieu récemment. » Le sang d'Élodie se glaça. « Je ne vois pas de quoi vous voulez parler. » Henri sortit de sa poche un document plié. « J'ai ici une liste de noms. 16 hommes qui travaillaient pour ce domaine et qui ont tous disparu au cours des derniers mois. Disparus sans laisser de traces, sans prévenir leur famille quand ils en avaient, sans réclamer leur dernier salaire. Curieux, n'est-ce pas ?» Élodie sentit la panique monter en elle, mais elle se força à rester calme. « Les ouvriers vont et viennent, c'est dans la nature de ce travail. 16 hommes, tous en même temps. » Henri secoua la tête. « J'ai mené ma propre enquête avant de venir ici, madame. Ces hommes n'ont été vus nulle part ailleurs. Ils n'ont pas été embauchés dans d'autres domaines. Ils ont simplement disparu. » Il fit une pause, observant attentivement la réaction d'Élodie. « Il y a quelque chose d'autre aussi. Quelque chose que j'ai découvert en consultant les archives familiales. » Il sortit un autre document, beaucoup plus ancien celui-ci, jauni par le temps. « Ceci est le journal de votre grand-père. Il y décrit certaines pratiques qui avaient une cour sur ce domaine. Des pratiques terribles, madame. Des pratiques qui expliquent peut-être la réputation sinistre de votre vin. » Élodie sentit le sol se dérober sous ses pieds. « De quoi parlez-vous » Henri déplia le document avec précaution et commença à lire d'une voix neutre, comme s'il récitait une recette de cuisine. « Le vin de ce domaine a toujours eu quelque chose de particulier.
Mon père m'a expliqué, avant de mourir, d'où venait cette particularité. Les tonneaux ne contiennent pas seulement du raisin fermenté. Depuis des générations, les Beaumont ont ajouté à leur vin un ingrédient secret, un ingrédient qui lui donne cette couleur presque noire, ce goût métallique que certains dégustateurs remarquent sans pouvoir l'identifier. Il leva les yeux vers Élodie, qui était devenue blanche comme un linge. « Voulez-vous que je continue, madame ?» Élodie ne répondit pas. Elle ne pouvait pas. Son esprit tourbillonnait, refusant de comprendre ce qu'elle venait d'entendre. Henri continua sa lecture. Cet ingrédient, c'est du sang humain, pas n'importe quel sang. Le sang de ceux qui ont trahi la famille, de ceux qui ont menacé le domaine. Chaque génération a dû faire face à de tels ennemis, et chaque génération a trouvé le moyen de les neutraliser tout en enrichissant le vin qui fait notre fortune. Les corps sont brûlés dans la fournaise, mais pas avant que leur sang n'ait été soigneusement recueilli et mélangé aux cuves. C'est notre secret. Oh, c'est notre malédiction. C'est notre héritage. Le silence qui suivit fut assourdissant. Élodie se laissa tomber dans un fauteuil, incapable de rester debout. Tout devenait clair maintenant. Les barils mystérieux trouvés près de la fournaise. L'odeur étrange qui imprégnait parfois les caves, le goût particulier du vin qui avait fait la réputation du domaine. Elle n'avait pas inventé une méthode nouvelle. Elle avait simplement reproduit, inconsciemment peut-être, ce que ses ancêtres avaient fait avant elle. Soutenez notre chaîne en cliquant sur le bouton « Merci » en forme de cœur afin que nous puissions continuer à vous proposer des histoires aussi sombres et captivantes que celle-ci. Vous saviez, murmura-t-elle finalement. Vous saviez tout le temps. Henri hocha lentement la tête. J'ai grandi en entendant des rumeurs sur ce domaine. Des histoires que tout le monde prenait pour des légendes. Mais quand Augustin est mort dans des circonstances suspectes et que ces hommes ont commencé à disparaître, j'ai compris que les légendes avaient un fond de vérité. Alors pourquoi êtes-vous ici? Pour me dénoncer? Un sourire étrange apparut sur le visage d'Henri. Dénoncer? Non, madame. Je suis ici pour vous proposer un marché. Élodie le regarda abasourdie. Un marché? Voyez-vous, je suis un homme d'affaires. Et ce domaine, malgré sa réputation sombre, produit un vin exceptionnel qui se vend très cher. Un vin que les nobles de Paris et même de Versailles s'arrachent sans savoir vraiment ce qu'ils boivent. Il se pencha en avant, ses yeux brillant d'une lueur cupide. Ces 16 hommes que vous avez tués, ils le méritaient. Ils avaient assassiné Augustin. Ils prévoyaient de vous tuer également. Vous avez agi en légitime défense, d'une certaine manière. Et vous avez perpétué une tradition familiale millénaire. Je n'ai aucune intention de vous dénoncer. Que voulez-vous alors? Une association. Vous continuez à gérer le domaine, à produire le vin. Mais nous partageons les profits, et je m'occupe de la distribution auprès de clients très particuliers. Des clients qui apprécient des choses rares et uniques. Des clients qui paieraient des fortunes pour un vin ayant une telle histoire. Élodie le regarda avec horreur et fascination mêlées. Vous voulez commercialiser cela? En faire un produit? Pourquoi pas? Les gens riches s'ennuient, madame. Ils cherchent constamment de nouvelles sensations, de nouvelles transgressions. Imaginez le vin des damnés ou quelque chose de ce genre. Nous pourrions devenir extrêmement riches. Vous êtes fou. Non, je suis pragmatique. Ces hommes sont morts. Leur mort ne peut pas être inversée. Mais elle peut au moins servir à quelque chose. À vous enrichir, à nous enrichir. Élodie se leva brusquement. Sortez. Sortez de ma maison immédiatement. Henri ne bougea pas. Réfléchissez bien, madame. Si vous refusez ma proposition, je serai obligé de contacter les autorités. Et même si vous êtes de noble naissance, même si ces hommes étaient des criminels, personne ne fermera les yeux sur 16 meurtres. Vous serez jugé, condamné. Au mieux, vous finirez vos jours enfermés dans un couvent. Au pire, il laissa la phrase en suspens, mais la menace était claire, la potence, ou pire encore, le bûcher pour sorcellerie. Vous avez jusqu'à demain pour vous décider, dit Henri en se levant. Je loge à l'auberge du village. Envoyez-moi votre réponse. Il se dirigea vers la porte, puis se retourna une dernière fois. Oh,
Et madame, les barils que vous avez remplis avec le sang de ces hommes, ils sont déjà scellés et prêts à être mélangés au vin de la prochaine récolte, n'est-ce pas? Quel dommage de gâcher une telle ressource. Il sortit, laissant Élodie seule dans le salon, paralysée par l'horreur de ce qu'elle venait d'apprendre. Ce n'était pas elle qui avait inventé cette barbarie. Elle faisait partie d'un cycle qui durait depuis des générations. Un cycle de violence, de sang et de vin. Un cycle dont elle était maintenant prisonnière. Marguerite entra peu après, trouvant sa maîtresse effondrée sur le sol, en larmes. « Madame, que s'est-il passé ?» Entre deux sanglots, Élodie lui raconta tout. Le journal du grand-père, la vérité sur le vin, la proposition d'Henri. « Mon Dieu !» murmura Marguerite en se signant. « Alors, tout ce temps, nous avons bu. » Elle ne put terminer sa phrase, portant sa main à sa bouche, retenant un haut-le-cœur. « Que dois-je faire, Marguerite? Si je refuse, il me dénoncera. Si j'accepte, je deviens complice d'une monstruosité commerciale. » La servante resta silencieuse un long moment, puis elle dit doucement « Peut-être qu'il y a une troisième option, madame. » Cette nuit-là, Élodie ne dormit pas. Elle resta assise près de la fenêtre de sa chambre, regardant la lune éclairer les vignes encore dénudées. Les paroles de Marguerite tournaient en boucle dans son esprit. Une troisième option. Quelle option? Se livrer aux autorités et avouer ses crimes, fuir, abandonner tout ce pourquoi elle s'était battue, ou peut-être, au petit matin, elle avait pris sa décision. Elle convoqua Marguerite et deux autres serviteurs de confiance, les seuls qui n'avaient pas été impliqués dans les complots et qui lui étaient restés loyaux. « J'ai besoin de votre aide pour une tâche urgente, » leur dit-elle. « Nous allons détruire tous les barils qui contiennent le mélange, tous. » Sans exception. Marguerite hocha la tête avec soulagement. « Oui, madame, c'est la meilleure chose à faire. » Ils descendirent dans les caves et passèrent la journée entière à vider les tonneaux suspects, à les briser, à répandre leur contenu dans la terre du jardin. Le liquide sombre s'enfonça dans le sol gelé, disparaissant comme pour effacer une culpabilité trop lourde à porter. Mais ce n'était pas suffisant. Élodie savait que la véritable source du mal n'était pas dans les tonneaux, mais dans le secret lui-même, dans cette tradition monstrueuse qui avait empoisonné sa famille pendant des générations. Elle passa l'après-midi à rassembler tous les documents qu'elle put trouver sur l'histoire du domaine, le journal de son grand-père, les comptes anciens, les archives familiales. Elle les empila sur la grande table du bureau et commença à écrire sa propre version des événements. Elle écrivit tout. La mort d'Augustin, la découverte du complot, sa vengeance méthodique, les 16 hommes dans la fournaise. Et surtout, elle écrivit la vérité sur le vin, sur ce secret monstrueux transmis de génération en génération. Quand elle eut terminé, le soleil se couchait déjà. Elle cacheta le document et le confia à Marguerite. « Si quelque chose m'arrive, tu porteras ceci au curé de Sarlat. Pas au bailli, au curé. C'est un homme intègre, il saura quoi en faire. » « Madame, qu'allez-vous faire? Ce qui doit être fait. » Le lendemain matin, Henri Beaumont revint au domaine, souriant, confiant. Il s'attendait à ce qu'Élodie accepte sa proposition. Après tout, quelle autre option avait-elle? Mais quand il entra dans le salon, il trouva non seulement Élodie, mais aussi 4 hommes qu'il ne connaissait pas, des hommes robustes, armés, qui se tenaient près des portes. « Qu'est-ce que cela signifie ?» demanda Henri, son sourire s'effaçant. « Cela signifie que je refuse votre proposition, monsieur Beaumont. » Le visage d'Henri se durcit. « Vous faites une erreur, madame. Une grave erreur. Peut-être, mais c'est mon erreur à faire. » Elle fit un signe aux hommes qui s'avancèrent vers Henri. « Vous ne pouvez pas me retenir contre mon gré. J'irai voir les autorités. Je leur raconterai tout. »« Allez-y, » dit Élodie calmement. « Racontez-leur tout. Racontez-leur les 16 meurtres. Racontez-leur le secret du vin. Mais racontez-leur aussi que vous étiez au courant depuis le début et que vous avez tenté de faire chanter une veuve pour en tirer profit. Racontez-leur que vous vouliez commercialiser un vin fait avec du sang humain. Voyons qui les autorités croiront. » Henri pâlit.
Il comprit qu'Élodie avait retourné la situation contre lui. S'il parlait maintenant, il serait aussi impliqué qu'elle dans le scandale. Peut-être même plus, car on pourrait l'accuser de complicité et de tentative d'extorsion. « Vous êtes plus intelligente que je ne le pensais », admit-il à contre-cœur. « Sortez de ma propriété, monsieur Beaumont. Et si vous tentez de revenir ou de me nuire d'une quelconque façon, le document que j'ai rédigé et qui contient toute la vérité, y compris votre visite et votre proposition, sera remis aux autorités ecclésiastiques. » Henri jeta un regard noir à Élodie, puis tourna les talons et quitta la demeure sans un mot de plus. Quand il fut parti, Élodie sentit ses jambes se dérober. Elle s'effondra dans un fauteuil, tremblante. Marguerite se précipita vers elle. « C'est fini, madame, il ne reviendra pas. » « Non, Marguerite, ce n'est pas fini. Ce ne sera jamais fini. » Dans les jours qui suivirent, Élodie mit en œuvre la dernière partie de son plan. Elle fit venir les autorités elles-mêmes, demanda à parler au bailli de Sarlat. Quand celui-ci arriva, accompagné de ses gardes, il s'attendait à ce qu'une femme hystérique se plaigne d'avoir été menacée ou volée. Ce qu'il découvrit le laissa sans voix. Élodie le conduisit dans les caves jusqu'à la fournaise. Elle lui montra les restes calcinés qui s'y trouvaient encore, les fragments d'os qui n'avaient pas complètement brûlé, les objets personnels récupérés sur les victimes avant leur exécution. « Ces hommes ont assassiné mon mari », dit-elle d'une voix blanche. « Ils avaient l'intention de me tuer également pour s'emparer de ce domaine. J'ai découvert leur complot et j'ai agi pour protéger ma vie. » Le bailli, un homme corpulent au visage rougeau, semblait avoir du mal à respirer. « Vous avouez avoir tué 16 hommes ? » ?»« Oui, mais c'est de la folie. Même si ces hommes étaient des criminels, même s'ils avaient effectivement tué votre mari, vous n'aviez pas le droit de vous faire justice vous-même. Je sais, vous serez arrêté, jugé, probablement condamné à mort. Je sais. » Le bailli sembla décontenancé par le calme d'Élodie. « Pourquoi avouer? Vous auriez pu garder le secret. Personne n'aurait jamais su. » Élodie se tourna vers lui, et il vit dans ses yeux quelque chose qu'il ne comprit pas complètement. Un mélange de résignation, de soulagement et d'une étrange forme de fierté. « Parce que je refuse de devenir comme eux, comme mes ancêtres. Ce domaine est maudit par des générations de violence et de secrets. Je veux que cela cesse, même si cela signifie ma propre destruction. » Elle lui tendit le document qu'elle avait rédigé, contenant toute la vérité sur le domaine et son histoire sombre. « Lisez ceci, vous comprendrez. Le procès d'Élodie de Beaumont fut l'un des plus sensationnels que la région ait jamais connu. Des gens venaient de toute la France pour assister aux audiences, avides de détails sordides sur la veuve sanglante de Sarlat. Mais ce qui choqua le plus le public ne fut pas tant les meurtres eux-mêmes que la révélation sur le vin. Quand les juges lurent à haute voix le journal du grand-père d'Élodie, quand ils expliquèrent la véritable nature du secret qui avait fait la fortune du domaine Beaumont pendant des générations, un silence horrifié s'abattit sur la salle d'audience. Combien de nobles, combien de riches bourgeois, combien de prêtres même avaient bu ce vin au fil des décennies, combien avaient, sans le savoir, consommé ce breuvage maudit. L'Église intervint rapidement. Le domaine fut déclaré lieu maudit et confisqué. Tous les tonneaux de vin furent détruits, les caves scellées, les vignes arrachées. On parla même de raser complètement les bâtiments et de saler la terre pour qu'elle ne produise plus jamais rien. Quant à Élodie, son sort fut longuement débattu. Techniquement, elle avait commis 16 meurtres. Mais elle avait aussi éliminé 16 criminels qui avaient eux-mêmes assassiné son mari et prévoyaient de la tuer. De plus, elle s'était dénoncée elle-même, montrant ainsi une forme de remords et de conscience morale. Le curé de Sarlat, qui avait lu le document complet qu'Élodie avait rédigé, plaida en sa faveur. Il expliqua comment elle avait été prise au piège d'un cycle de violence qui la dépassait, comment elle avait finalement choisi de briser ce cycle même au prix de sa propre liberté. « Cette femme est une pécheresse », déclara-t-il. « Mais elle est aussi une âme tourmentée qui cherche la rédemption. Ne l'envoyons pas à la mort. Laissons-la expier ses fautes dans le silence et la prière.
Après des semaines de délibération, les juges rendirent leur verdict. Élodie ne serait pas exécutée, mais elle serait enfermée à vie dans le couvent de Sainte-Madeleine, un ordre strict dédié à la pénitence perpétuelle. Le jour où elle quitta Sarlat pour son exil monastique, Marguerite l'accompagna jusqu'aux portes de la ville. Les deux femmes s'étreignirent longuement. « Prenez soin de vous, madame », murmura la servante en pleurant. « Toi aussi, ma fidèle Marguerite. » Élodie monta dans la charrette qui l'emmènerait vers sa prison spirituelle. Alors que le véhicule s'éloignait lentement, elle jeta un dernier regard vers les collines de Sarlat, vers les terres qui avaient été siennes et qui ne le seraient plus jamais. Le couvent de Sainte-Madeleine était un endroit austère, perché sur une falaise battue par les vents. Les sœurs y vivaient dans le silence presque complet, consacrant leur journée à la prière et au travail manuel. Élodie y passa les 23 années suivantes de sa vie. Elle ne parla jamais de ce qui s'était passé à Sarlat. Elle ne chercha jamais à justifier ses actes ou à s'apitoyer sur son sort. Elle accomplissait simplement ses tâches quotidiennes avec une détermination tranquille, priait avec ferveur et écrivait parfois de longues lettres qu'elle brûlait ensuite sans les envoyer. Les autres sœurs la considéraient avec un mélange de crainte et de respect. Elles savaient qui elle était, ce qu'elle avait fait. Mais elles voyaient aussi sa sincérité dans la pénitence, la profondeur de son repentir. L'abbesse, une femme âgée et sage, fut la seule avec qui Élodie développa une relation proche. Lors de leur rare conversation, elle lui demanda un jour « Regrettez-vous ce que vous avez fait, ma fille ?» Élodie réfléchit longuement avant de répondre. « Je regrette d'avoir tué. Je regrette d'avoir pris des vies, même si ces vies appartenaient à des hommes mauvais. Mais je ne regrette pas d'avoir brisé le cycle. Si je n'avais pas agi, combien d'autres auraient souffert? Combien d'autres vies auraient été détruites par ce secret monstrueux? Vous pensez avoir fait le bon choix? Je pense avoir fait le seul choix possible pour moi. Était-ce le bon choix selon Dieu? C'est à lui seul d'en juger. » L'abbesse hocha lentement la tête. « Vous êtes une femme complexe, Élodie, ni totalement bonne, ni totalement mauvaise, simplement humaine. » Les années passèrent. Le scandale de Sarlat s'estompa progressivement dans les mémoires, remplacé par d'autres drames, d'autres horreurs. Le domaine Beaumont tomba en ruine, personne n'osant s'en approcher. Les villageois racontaient des histoires de fantômes et de malédictions, mais peu se souvenaient vraiment de ce qui s'était passé. Seuls quelques documents dans les archives ecclésiastiques gardaient trace de l'affaire. Et le témoignage, écrit d'Élodie, précieusement conservé par l'Église, servait d'avertissement aux générations futures sur les dangers de la cupidité, de la violence et du secret. Élodie mourut en paix par une froide nuit de décembre 1744, à l'âge de 51 ans. L'abbesse était à son chevet, tenant sa main décharnée. « Avez-vous peur, ma fille ?» demanda-t-elle doucement. Élodie secoua faiblement la tête. « Non, ma mère, j'ai déjà traversé l'enfer. La mort ne peut pas être pire. Que voulez-vous que je fasse de votre témoignage après votre départ? Gardez-le, conservez-le. Peut-être qu'un jour, quelqu'un en aura besoin. Peut-être que mon histoire servira à empêcher d'autres de faire les mêmes erreurs, ou peut-être servira-t-elle simplement de rappel que même les gens ordinaires sont capables de monstruosités extraordinaires quand ils sont poussés à bout. » Elle ferma les yeux et un léger sourire apparut sur ses lèvres. « J'ai fait ce que je devais faire, j'ai payé le prix. Maintenant, je peux enfin me reposer. » Ses dernières paroles furent un murmure à peine audible. « Pardonnez-moi. » On ne sut jamais si elle demandait pardon aux hommes qu'elle avait tués, à Dieu ou à elle-même. Elle fut enterrée dans le petit cimetière du couvent, sans pierre tombale ni inscription. Juste une simple croix de bois qui, avec le temps, pourrit et disparut, ne laissant qu'un monticule de terre parmi tant d'autres. Mais son histoire, elle, ne disparut pas. Elle fut transmise en secret parmi les ordres religieux, racontée à voix basse dans les scriptoriums des monastères, copiée et recopiée par des moines studieux. Certains la considéraient comme une mise en garde morale, d'autres comme une tragédie shakespearienne. Quelques-uns, plus rares,
y voyait l'histoire d'une femme qui avait refusé d'être une victime et qui avait choisi, pour le meilleur et pour le pire, de prendre son destin en main. Des siècles plus tard, un historien découvrit le document original d'Élodie dans les archives poussiéreuses d'une abbaye. Il le publia, créant une sensation dans les cercles académiques. Des débats enflammés éclatèrent sur la nature de la justice, sur les droits des femmes dans l'ancienne France, sur les limites de la légitime défense. Certains la vilipendèrent comme une meurtrière de sang-froid. D'autres la défendirent comme une victime des circonstances, acculée par une société patriarcale qui ne lui laissait aucune option. La vérité, comme toujours, se situait probablement quelque part entre les deux. Le domaine lui-même ne fut jamais reconstruit. Les ruines restèrent là sur leurs collines, envahies par la végétation sauvage. Les vignes ne repoussèrent jamais, comme si la terre elle-même refusait de produire à nouveau. Les caves furent murées, la fournaise détruite. Mais les légendes persistèrent. On disait que par les nuits de pleine lune, on pouvait encore voir une silhouette féminine errer parmi les ruines, une lanterne à la main, semblant chercher quelque chose qu'elle ne trouvera jamais. On disait aussi que si on tendait l'oreille, on pouvait entendre des cris lointains, comme des voix sortant des profondeurs de la terre. Des cris qui répétaient inlassablement « Laissez-nous sortir ». Mais ce n'étaient que des légendes, des histoires pour effrayer les enfants. La réalité était bien plus simple et bien plus terrible. 16 hommes étaient morts, brûlés vifs dans une fournaise. Une femme avait accompli ces meurtres, puis s'était livrée à la justice. Elle avait passé le reste de sa vie à expier ses crimes dans le silence d'un couvent. Il n'y avait pas de fantômes, pas de malédiction surnaturelle, juste les conséquences très humaines de la violence, de la vengeance et du désespoir. Et peut-être, caché quelque part dans cette tragédie, une leçon sur la nature humaine elle-même, sur ce que nous sommes capables de faire quand nous sommes acculés, sur le prix terrible de la survie, sur la frontière floue entre victime et bourreau. L'histoire d'Élodie de Beaumont n'offrait pas de réponse facile. Elle ne proposait pas de morale claire. Elle se contentait de poser une question que chaque lecteur devait résoudre lui-même. Qu'auriez-vous fait à sa place? Qu'avez-vous pensé de l'histoire? Laissez votre commentaire ci-dessous et partagez vos réflexions sur ce cas terrifiant. Envie d'autres histoires d'horreur, mêlant histoire et mystère? Abonnez-vous, activez la cloche de notification et partagez avec ceux qui aiment le côté obscur de l'humanité. À bientôt pour le prochain cauchemar.